Tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais tout le monde, ça ne veut pas dire n'importe qui. Chez De Family, on pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit et surtout que l'ambition, ça s'apprend. Et l'entrepreneuriat comme état d'esprit, c'est pas forcément que dans le privé, que dans les startups. Ça peut être aussi dans le secteur public. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce cycle d'événements. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième. Le premier a été organisé en novembre avec Jean de la Roche-Brochard. Et l'idée de ce cycle d'événements, c'est de faire se rencontrer deux mondes qui souvent ne se parlent pas forcément. C'est le monde des acteurs publics et le monde de l'économie innovante. Parce qu'on a une croyance aussi très forte ici, c'est que si les intérêts sont alignés, on peut créer de la valeur. Et on pense vraiment qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est dans tous les secteurs, notamment grâce au numérique. Et il faut absolument que les deux mondes se parlent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nicolas Colin, qui est cofondateur de De Family, et Jean-Marc Borrello, qui est président du directoire du groupe SOS, donc dans l'économie sociale et solidaire. D'abord, avant de vous présenter l'événement, je vais vous expliquer un peu pourquoi on fait ce cycle d'événements-là. C'est vraiment pour que les entrepreneurs et que les acteurs du privé puissent s'intéresser aux enjeux de la société, pour que les acteurs publics puissent plus comprendre ce que concrètement, dans la vraie vie, l'innovation permet de transformer et quelles sont les limites auxquelles elle se heurte, en fait, à cause de régulation, mais pas que, parfois même de mentalité, et pour, du coup, améliorer le vivre ensemble et éviter une sorte de crise sociale. Malheureusement, c'est un timing assez parfait qu'on a là. Les règles du jeu pour ce cycle et pour ce genre d'événements sont assez simples. Il faut croire en l'effet miroir. Il faut croire que si on est dans le monde privé, on peut apprendre des acteurs publics. Si on est dans le monde des acteurs publics, on a aussi beaucoup à apprendre du monde privé. On a un lieu neutre ici. Vous voyez qu'on a quand même un lieu assez magnifique. Et on a un mot qui nous importe beaucoup, c'est la bienveillance. On pense vraiment qu'on peut parler de tout. Vous aurez l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez aux intervenants. On n'est vraiment pas là pour juger. C'est pas une expression galvaudée. Et on voudrait vraiment transformer concrètement les choses. Donc on parle de thématiques intéressantes avec justement cet état d'esprit un peu start-up. Cet événement, comme les événements qu'on va faire une fois par mois, sont sur invitation. Et on les fait en partenariat avec Civil Impact, qui est une start-up politique dont l'un des cofondateurs est ici ce soir. Yamsel, je te laisse la parole pour expliquer rapidement ce que vous faites chez Civil Impact et ensuite on commence. Merci Zineb. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des participants de Civil Impact dans la salle? Voilà, ça va, c'est cool, ils sont là. Est-ce que le reste, vous avez déjà entendu parler de Civil Impact? Ceux qui ne sont pas participants? Ok, top. Bon. Du coup, donc Civil Impact, c'est un accélérateur politique dont le but est de faire émerger une nouvelle génération de leaders citoyens. Et donc concrètement, comment ça se passe? Ça passe par 8 samedis dans lesquels on va ramener un concentré d'expérience pour aider ces personnes-là justement à apprendre plus vite. Parce que moi et mes 4 cofondatrices, on s'est engagés en politique il y a 2 ans et on connaissait rien du tout. Et on a mis du temps à apprendre et on apprend encore toujours. Et donc l'idée de ces 8 samedis, c'est de dire qu'on va ramener des journalistes, des coachs en prise de parole en public, des hauts fonctionnaires qui aident des leaders citoyens à monter en compétences plus rapidement. Et les conférences qu'on organise chez De Family, le but, c'est aussi de permettre à ces jeunes leaders citoyens de repenser l'action politique et de se dire qu'on va faire les choses différemment, qu'on va pas faire émerger une nouvelle génération de leaders citoyens pour faire émerger une nouvelle génération de leaders citoyens. Voilà, donc si vous voulez participer à la formation sur les 8 samedis, vous pouvez venir me parler ou parler à mes cofondatrices qui sont Priska ou parler à Zineb d'ailleurs, qui connaît bien le projet et qui nous aide pas mal dessus, ou postuler sur civilimpact.com. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que impact social rime forcément avec engagement politique? Nous, on pense que non, et on va expliquer pourquoi. Donc, Nicolas et Jean-Marc, j'étais très heureuse de vous avoir aujourd'hui parce que, en fait, il y a une chose qui revient dans vos 2 parcours, c'est que vous avez d'abord commencé par le public. Vous avez passé presque 10 ans chacun,
toi un peu moins, je crois, Nicolas, dans le public, pour ensuite vous rendre compte, chacun avec des raisons différentes, que peut-être qu'avoir un impact actuellement, aujourd'hui, on peut avoir un impact ailleurs. Jean-Marc, on t'appelle le parrain de l'entrepreneuriat social. J'aime bien ce mot. Tu es président du directoire du groupe SOS, qui est quand même un groupe avec 18 000 salariés, présent dans plus de 40 pays, avec plus de 550 établissements. Tu dis que tu as deux passions, l'intérêt général et l'entrepreneuriat, qu'à 20 ans, tu as suivi la passion de l'intérêt général, donc tu as fait 10 ans dans des cabinets ministériels, et puis ensuite à 30 ans, tu t'es dit « Ah, je vais aller suivre une autre passion, l'entreprise ». Et enfin, tu dis que ce qui a permis d'allier les deux, c'est l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Donc ça, on va en savoir un peu plus avec les questions que je vais te poser. Et toi, Nicolas, tu as fait l'ENA, tu es sorti dans la botte à l'inspection générale des finances, tu as fait plusieurs rapports, tu as travaillé dans le public, pour ensuite te dire, en fait, c'est pas là que ça se passe. C'est peut-être chez les startups, c'est peut-être au niveau du numérique. Donc, tu as cofondé De Family il y a presque 6 ans maintenant avec Oussama et Alice. Et à côté de ça, il y a 2 livres que tu as écrits. D'abord, L'âge de la multitude. Et ce concept-là est assez intéressant. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure avec Henri Verdier. Et maintenant, Edge, où en fait, tu réfléchis sur une nouvelle forme de protection sociale à l'ère du numérique. Donc, vous avez 2 profils qui, pour moi, sont assez parallèles, finalement. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer avec Jean-Marc. Jean-Marc, tu dis que, pour toi, l'économie sociale et solidaire met les pratiques de l'entreprise privée au sein de l'intérêt général. J'aimerais bien savoir comment, pour toi, tu définirais l'économie sociale et solidaire et pourquoi tu es allé vers ce milieu. Comment je la définirais? D'abord, il existait il y a encore peu de temps, jusqu'à la loi Hamon, une définition extrêmement précise. L'économie sociale et solidaire se définissait par ses statuts. Ça voulait dire clairement les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Donc l'histoire de l'économie sociale et solidaire, ça remonte à Forest, Gide, le tonton de l'autre. Donc plus d'un siècle de réflexion autour de l'appropriation collective des outils de travail, pour aller dans des rhétoriques encore plus anciennes, mais en tout cas, les statuts définissaient cet univers. On s'est un peu battu, j'avais créé et présidé un machin qui s'appelait le Mouvement des entrepreneurs sociaux, et je me suis un peu disputé avec Benoît Hamon pour lui faire entendre que les statuts n'étaient pas la vertu. Et qu'en fin de compte, peu importait le statut de l'entreprise qui intervenait, ce qui était important, c'était l'impact. Et l'impact plus précisément économique, l'impact environnemental et l'impact social. Et donc, on avait réussi à mettre un pied dans la porte, y compris dans la loi dite Hamon, puisqu'on avait permis à des entreprises commerciales, donc des entreprises de capitaux, sous réserve qu'elles suivent un certain nombre de principes sur des dividendes limités, une gestion un peu plus démocratique, etc., pour avoir un agrément dit ESUS, qui est aujourd'hui un agrément qui est conféré par les préfets pour les entreprises dites d'utilité sociale. Donc pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une histoire, c'est un passage intéressant, mais je ne pense pas qu'il y ait 2 économies. Alors ça faisait de moi quelqu'un de très minoritaire dans ce secteur, puisque l'idée, c'est qu'il n'y a qu'une économie qui se partage entre l'économie classique ou de capitaux et puis l'économie sociale et solidaire, mais l'important n'était pas de mesurer la taille de l'un par rapport à l'autre, mais plutôt d'échanger les bonnes pratiques. L'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, on la présente encore comme faisant à peu près 10% du PIB et 12% de l'emploi. C'est à peu près les chiffres qui sont donnés, en sachant que là-dedans, vous additionnez un peu des carpes et des lapins, c'est-à-dire des grandes banques coopératives, des grandes mutuelles, le monde associatif, les fondations, etc. Donc le vrai sujet, c'est quelles sont les pratiques intéressantes dans cet univers, quelles sont les pratiques intéressantes dans l'univers plus classique des entreprises et puis aujourd'hui dans le monde des startups, et comment à partir de tout ça imaginer
une économie plus inclusive, sans doute plus protectrice et à la fois plus dynamique, plus agile, etc. Donc c'était ça le sujet, plus que d'avoir des statuts et d'appartenir à un village gaulois qui grandissait. Et comment tu as décidé de justement partir du public, ou peut-être on se dit, tu es passé par des cabinets ministériels, etc. On se dit peut-être que c'est là où tout se passe, pour en fait aller vers l'entreprise privée, un gros groupe. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir décidé de grand-chose en réalité. C'est-à-dire que j'ai été passionné par l'intérêt général. Alors, au cabinet ministériel, c'était un accident de l'histoire, et plus précisément le 10 mai 81. En réalité, j'étais éducateur, donc certes fonctionnaire du ministère de la Justice, mais dans un univers assez parallèle à celui de l'inspection générale des finances. Même si j'étais fonctionnaire, j'étais un éducateur du ministère de la Justice et plus particulièrement de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis à partir de 81, effectivement, le manque d'effectifs m'a propulsé auprès de Gaston Defer, puis Laurent Fabius, etc., sur des missions très techniques. Je n'étais absolument pas engagé politiquement, mais j'avais des missions et quelques sujets de compétences qui m'ont emmené là. J'étais absolument passionné par l'intérêt général et je le suis toujours. Je trouve que comment améliorer le vivre ensemble, comment réfléchir à donner du sens à la collectivité, aux règles, aux droits, et même à la comptabilité publique en tout cas, c'est un job passionnant. Et effectivement, après quelques années de cabinet ministériel, j'étais assez exaspéré par le peu de mise en œuvre immédiate. C'est-à-dire que quand tout va bien et que quand tout le monde est d'accord, un projet qui naît dans un cabinet met entre 5 et 15 ans pour voir le jour. C'est ça la réalité du monde tel qu'il est, en tout cas du monde administratif tel que je le vivais. Donc j'étais à la fois passionné et à la fois terriblement frustré, parce que je ne suis ni patient, ni etc. Donc j'avais envie d'essayer de voir des choses et ça ne m'allait pas du tout. J'ai donc démissionné de la fonction publique après une dizaine d'années pour diriger un groupe de PME. Et entre-temps, j'avais créé en 84 une première association qui a grandi et qui est devenue le groupe SOS aujourd'hui. Et j'ai été absolument passionné pendant encore une dizaine d'années par l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de recruter qui je voulais, ce qui est absolument extravagant pour un fonctionnaire qui évidemment ne choisit jamais avec qui il bosse et qui ne choisit même pas de faire partager un projet à des gens qui le choisissent, mais plutôt qui ont atterri là par le biais de mutations ou de commissions administratives paritaires. Donc, premier sujet, on a un projet, on embauche des gens et on lance le projet. 2, on peut prendre la responsabilité de se tromper, et ça, c'est absolument extraordinaire. Se tromper, c'est définitivement le meilleur moyen pour apprendre. On peut lancer, tester, regarder en grandeur nature, et ensuite, comme éternellement insatisfait, au bout de 10 ans, je trouvais que les moyens étaient formidables, mais l'objectif, qui était gagner de l'argent, était un peu limité. C'est-à-dire qu'en fait, je ne retrouvais pas... Alors, je dirigeais bénévolement SOS, donc j'avais quelques motifs d'investissement au-delà de mon métier, mais objectivement, c'était un peu limité pour moi. Et j'ai trouvé qu'SOS pouvait être un bon moyen d'avoir une vraie logique entrepreneuriale, puisque c'est une entreprise, on fait 15% de croissance par an depuis 10 ou 15 ans, ce qui veut dire qu'on double de taille de manière assez régulière. Donc la maison grandit, elle se développe, y compris à l'international. On peut risquer, on peut tenter, on peut gérer des choses extrêmement différentes, puisque SOS gère à la fois des hôpitaux, des maisons de retraite, des centres pour enfants, des crèches, des dispositifs de pépinières d'entreprises en Afrique du Sud, à Hong Kong ou à Casablanca. Donc vraiment un poème à l'après-vert qui est assez sympathique à animer, et à la fois qui n'a pour objet que l'intérêt général. Donc j'ai la chance de ne pas avoir d'actionnaires, pas de dividendes à distribuer, ce qui fait de moi un patron relativement tranquille par rapport à mes camarades qui craignent les résultats trimestriels. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours? Il y a des similitudes un peu avec Jean-Marc, peut-être la frustration de ne pas pouvoir aller assez vite, le fait de prendre son risque. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours et pourquoi en fait tu es allé plutôt vers l'entrepreneuriat et tu n'es pas resté dans le secteur public?
Oui, alors d'abord merci d'être là. Comme je fais partie de la maison, je me dois de vous accueillir aussi au nom de Family. Mon parcours en quelques mots, c'est le suivant. Donc moi, j'ai été amené, j'étais bon élève au lycée. Comme tous les bons élèves, j'ai été amené à faire une classe préparatoire. J'ai fait maths sup, maths spé et j'ai passé des concours. Et comme pour ceux d'entre vous qui connaissent la mécanique des concours d'ingénieurs, suivant les notes que vous obtenez, vous allez dans telle école. Et pas spécialement par appétence pour les disciplines qu'on y enseigne, mais plutôt exclusivement en raison de votre rang de classement. Donc moi, j'ai atterri dans une école de télécom, qui s'appelle Télécom Bretagne, qui est près de Brest, en Bretagne. Et donc, je me suis mis à apprendre les télécommunications, l'électronique, l'informatique, le traitement du signal, dans une ambiance très particulière, parce que c'était entre 96 et 2000. Et si vous vous en souvenez, suivant votre âge, entre 96 et 2000, c'est la période de la première bulle Internet, c'est-à-dire de l'apparition des premières startups, de l'entrée en bourse de Netscape, de la croissance d'Amazon, et donc de ce monde extraordinaire où des entrepreneurs s'emparent de cette nouvelle technologie qui est Internet et créent des entreprises qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaissait avant, et semble pouvoir renverser des montagnes avec la puissance de cette technologie. Donc moi et tous mes camarades dans cette école où on apprenait précisément les disciplines de cette économie numérique, on était tous grisés par cette ambiance extraordinaire. On se disait tous qu'on avait tiré le gros lot, qu'on avait atterri un peu par hasard dans cette école-là, mais que ça allait nous amener à rejoindre ce monde extraordinaire des startups et des entrepreneurs. Et quand on est sorti diplômé en 99-2000, c'est précisément le moment où la bulle a explosé. Et donc, après 4 ans de rêves et d'étoiles dans les yeux, on est tous arrivés sur le marché du travail avec des perspectives professionnelles qui s'étaient ratatinées autour de 3 grands blocs. Il y avait un premier bloc qui était les opérateurs de télécom, un deuxième bloc qui était les SS2I, et puis un troisième qui était les équipementiers, les Alcatel, Ericsson, Nokia, etc. Et donc évidemment, quand vous vous préparez à rejoindre un Netscape et qu'on vous propose d'aller travailler chez SFR ou chez CGTEL à l'époque, ou Ericsson, ou Atos, il y a un petit effet de baisse de pression. Et donc ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre nous, en fait, ont choisi de dire bon bah j'en veux pas. Finalement, c'était une erreur d'aiguillage. Si c'est pour ça, je veux faire autre chose. Et donc beaucoup d'entre nous ont prolongé leurs études. Alors beaucoup sont allés en école de commerce pour se tourner vers le management ou la stratégie ou le conseil. Et puis moi, j'ai été à Sciences Po parce que je m'intéressais déjà à la politique à l'époque. Et à Sciences Po, tout s'est bien passé. Du coup, je suis rentré à l'ENA et tout s'est bien passé à l'ENA. Et je suis rentré à l'Inspection Générale des Finances et j'ai commencé à écrire des rapports sur plein de sujets intéressants. Et mon dernier rapport à l'Inspection Générale des Finances, donc, qui est un service du ministère des Finances où on passe 4 ans, et les 4 ans s'appellent la tournée, et donc ma dernière mission à la tournée, c'était de travailler pour une commission qui réfléchissait à l'avenir de 3 secteurs, la musique, le cinéma et l'édition, dans une économie plus numérique. Et donc j'ai à la fois exploré à tous les étages les maisons de disques, les maisons d'édition et les studios de télé et de cinéma, mais j'ai aussi redécouvert ce monde de l'économie numérique 10 ans après, 9 ans après plus exactement. Et c'était un monde dont je m'étais complètement détourné, que j'avais plus trop regardé de près. Et donc 10 ans après, j'ai découvert qu'en fait la bulle qui avait explosé n'avait pas refermé définitivement la parenthèse, mais avait juste ouvert une période de latence au terme de laquelle, après la crise de 2008, l'économie numérique s'est remise à croître et beaucoup plus fort, sur des bases beaucoup plus solides et avec un effet beaucoup plus visible dans tous les secteurs de l'économie. Et donc à ce moment-là, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, bon bah voilà, en fait, c'est bien là que tout se passe maintenant. C'est là qu'est la puissance, c'est là qu'est la capacité de changer les choses. Et si vous comparez la puissance déployée par les grandes entreprises numériques de l'époque, donc il y a 10 ans, à ce que pouvait faire l'État. Alors moi, j'étais pas en cabinet ministériel, j'étais à l'inspection des finances, mais beaucoup d'inspecteurs des finances finissent frustrés parce qu'ils passent leurs 4 ans à formuler des recommandations qui sont les meilleures recommandations possibles. C'est nourri par des données qui sont... c'est étayé par des investigations de terrain, on voyage dans le monde entier pour rencontrer les meilleurs experts et tout ça, et on propose au ministre, voilà ce qu'il faut faire. Et en général, le ministre dit, merci beaucoup, je vais faire exactement l'opposé, parce que j'ai des électeurs, enfin des lobbies qui mettent la pression sur ceci, j'ai une élection à gagner demain, dans quelques mois, j'ai une interview sur RTL demain matin, enfin bref. Et donc,
vous sortez de là en général complètement déprimé et convaincu que rien ne peut se passer. Et c'est encore plus vrai à l'inspection des finances, parce que le décalage systématique entre ce qu'on propose et ce qui est fait est abyssal. Et donc, ce que j'explique, ça fait rire les gens, mais maintenant, je dis, du coup, il y a 3 options. Les gens sortent frustrés de l'inspection des finances. Soit ils partent dans le privé pour gagner beaucoup d'argent, ils se disent, bah, puisque rien n'est possible, autant me récompenser moi-même. Soit ils quittent l'inspection et ils se présentent à la présidence de la République, comme mon collègue de l'époque, Emmanuel Macron. Soit ils font comme moi, c'est-à-dire ils constatent que en fait, tout se passe dans le monde du numérique et plus dans le monde de l'administration, et puis ils passent dans le numérique. Et il se trouve que beaucoup d'inspecteurs des finances, à leur manière, pas en créant The Family, mais d'autres manières, ont été attirés vers ce monde-là ces dernières années. Ok, bah, merci beaucoup. Je voulais revenir sur justement une loi d'actualité, la loi Pacte. Dans la loi Pacte, on voit qu'il y a la notion d'entreprise à mission qui revient, mission sociale, mission environnementale. Est-ce que justement, ça ne montrerait pas l'idée que, un peu dans l'absolu, toute entreprise devrait avoir cette vocation sociale? Je vous pose la question à tous les deux. Peut-être on peut commencer par Jean-Marc. Cette idée d'entreprise à mission ou à vocation sociale. Je ne suis pas très objectif parce que j'ai beaucoup soutenu cette loi et beaucoup défendu le projet et chez les employeurs et chez les syndicalistes et accessoirement à l'Assemblée au Sénat. L'idée, c'est qu'en tout cas, ça doit être possible. Moi, je ne suis pas un fanatique de la contrainte. Ce qu'un certain nombre d'entrepreneurs disent depuis très longtemps, et je fais partie de cela, même si les statuts du groupe SOS sont un peu différents, c'est qu'une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise pérenne, c'est une entreprise qui prend l'habitude de mesurer son impact économique, son impact social et son impact environnemental. Et ça ne fonctionne pas simplement parce que nous sommes de doux rêveurs ou qu'on a imaginé un autre monde il y a une quarantaine d'années. Ça fonctionne tout simplement parce que une entreprise pérenne, c'est une entreprise qui prend soin de ses clients, de ses salariés, de ses actionnaires quand il y en a, puisque je ne fais pas non plus partie de ceux qui considèrent que les dividendes sont honteux ou qu'il faudrait les faire disparaître. Je pense que c'est un moyen de gérer l'épargne des Français aussi, les dividendes, et que pouvoir investir, c'est parfaitement respectable, et que quand on est entrepreneur, on sait que la finance est un outil absolument indispensable et ni un ennemi, ni une solution, ni une main invisible qui nous guiderait vers le bonheur, mais en tout cas un outil comme les autres qui est utile à tout entrepreneur. Donc moi j'ai été, indépendamment de l'aspect des entreprises à mission, on connaît tous des Emmanuel Faber chez Danone qui depuis des années, et puis avant lui Ribou, et puis avant lui Papa Ribou, parce que moi c'est plutôt ma génération. Je me souviens, il y a pour le coup 40 ans, avec le père de Ribou et Gilbert Trigano, dont j'étais le chef de cabinet, sur un coin de bistrot, imaginez l'entreprise du XXe siècle ou du XXIe siècle avec tout ce qu'elle pourrait apporter. Donc Gilbert défendait le droit au congé payé, le club Méditerranée, les vacances, etc. Ribou, tout ce qui déjà était autour de la santé, ce que pouvait amener un groupe comme Danone. Mais il y a aussi Veolia, ou Antoine Frérot. La première fois que je l'ai rencontré, on est intervenus ensemble dans un séminaire d'entreprise et Frérot dit « Il faut que les actionnaires apprennent qu'ils sont propriétaires des actions et pas de l'entreprise ». Et on est devenu plus tard assez proches et il m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas contacté, parce qu'on était si proches ». J'ai dit, écoute, objectivement, j'ai trouvé ce que tu disais était extrêmement intéressant, mais j'étais persuadé que tu allais te faire virer par tes actionnaires assez rapidement, que c'est pas la peine d'investir. Et il me dit, en fait, ça a failli arriver, mais en même temps, eh bien, aujourd'hui, on considère qu'effectivement, toutes les parties prenantes d'une entreprise sont à prendre en compte. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Pacte, c'est permettre à ceux qui le voulaient, contrairement aux fake news, c'est pas une obligation, ceux qui le veulent peuvent donner à l'entreprise une raison d'être. Une possibilité, en fait. C'est une possibilité offerte, et pour ça, on a modifié le Code civil et le Code du commerce pour qu'on puisse effectivement dire Danone a un objectif qui est des produits de santé. Parce qu'objectivement, si on se met dans la situation antérieure, l'objectif d'une entreprise, c'est de maximiser les résultats et de distribuer des dividendes le plus important possible aux actionnaires. Eh bien, pas que.
Et c'est important d'expliquer pourquoi le groupe Accor plante 10 millions d'arbres, ce qui paraît pas tout à fait en ligne avec sa vocation commerciale qui est de louer des chambres d'hôtel. Donc, rendre les choses possibles. Alors, le patron du BDF, pour être clair, m'a dit, mais en fin de compte, après avoir bataillé, il m'a dit, ton truc, bon, j'ai compris, c'est pas obligatoire, mais le problème, c'est que si quelques-uns se mettent à le faire, on va tous être obligés d'y aller. Obligé, oui. J'ai dit, camarade patron, c'est un peu le but du jeu. C'est-à-dire que, soyons clairs, l'idée, c'est que toutes les entreprises, mais parce que c'est aussi leur intérêt et que les patrons fonctionnent dans l'intérêt de leur entreprise, puissent aller vers des missions qui sont au-delà de la maximisation des profits. Et moi, je crois que Pacte permettra toute une série de choses. Il y a l'augmentation de la participation des administrateurs salariés au conseil d'administration. Enfin, il y a toute une série de sujets. La possibilité de rebondir pour des chefs d'entreprise qui auraient été en difficulté personnelle, etc. Donc, on a voulu une loi qui donne à l'entreprise la possibilité d'être un acteur sociétal plus important que ce qu'il n'était, d'autant plus que j'ai le sentiment, et pas depuis 18 mois, mais un peu plus longtemps, que les Français ont quand même compris la place de l'entreprise. Paradoxalement, les politiques ont un peu de difficulté dans leur crédibilité auprès du Français moyen, en particulier autour des carrefours. Les journalistes qui font les malins ne sont pas meilleurs. Et à la fois, on dit du mal des patrons, mais on respecte l'entrepreneur. Et quand on interroge les Français, disons les entreprises, c'est pas bien, mais la mienne, elle est bien. Et puis les patrons, c'est quelque part ou encore des capitalistes au corps spongieux, gorgé du sang des travailleurs. Pardon pour la rhétorique un peu ancienne. Mais mon patron, il est plutôt sympa, parce que le nôtre, il comprend. Donc, on a objectivement une responsabilité d'entrepreneur, mais à condition de l'accepter et de se poser des questions de protection sociale dans les nouveaux métiers, d'impact environnemental, de solidarité internationale. Et sous cette réserve-là, je pense que l'entreprise, je pense et je l'écris, peut participer à changer le monde. Merci beaucoup Nicolas. Qu'est-ce que tu penses de cette vocation sociale de l'entreprise ? Alors, moi j'ai une vision très simple de l'entreprise. Je pense que l'entreprise c'est une fiction juridique qui se matérialise dans un contrat et que ce contrat il lie trois parties prenantes, donc qui sont, comme l'a dit Jean-Marc, les clients, les salariés et les actionnaires. Et que dans l'exercice, dans le choix des termes du contrat, s'exercent de très puissants rapports de force entre ces différentes parties qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et la partie prenante qui l'emporte dans ce rapport de force tripartite, c'est jamais vraiment la même. D'abord, c'est pas la même d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs où les consommateurs sont forts, il y a des secteurs où les salariés sont forts, il y a des secteurs où les actionnaires sont forts. Ça varie aussi dans le temps, notamment avec l'état des technologies, c'est-à-dire l'équilibre général du pouvoir dans l'entreprise n'est pas le même dans l'économie fordiste, où on avait besoin de salariés bien formés et bien choyés pour avoir de la productivité, et dans l'économie plus financière des années 70-80, où là, c'est les actionnaires qui ont repris l'initiative. Et une dernière chose qui fait changer le rapport de force dans l'entreprise, c'est les institutions qu'on met en place autour de l'entreprise, qui sont la manière pour la société et pour les pouvoirs publics en particulier d'essayer d'influer sur l'équilibre entre les différentes puissances qui se contrebalancent dans l'entreprise. Alors, moi, je pense que ces institutions dépendent de l'état des technologies, c'est-à-dire les institutions qu'on a mises en place à une époque, qui était l'économie fordiste, pour équilibrer à peu près le rapport de force dans l'entreprise, ont bien marché pendant plusieurs décennies. Elles nous ont délivré une extraordinaire croissance économique pendant 3 décennies qu'on a appelées les 30 glorieuses. Et puis ensuite, la machine a commencé à se gripper. Et ces institutions, aujourd'hui, on les trimballe comme des vieilles guimbardes qui fonctionnent plus très bien et qui échouent complètement à corriger les déséquilibres qui s'installent dans cet exercice de rapport de force qu'est l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle l'entreprise, en tant que telle, va pas très bien, a des problèmes d'image, de réputation. C'est la raison pour laquelle la société dans son ensemble va pas très bien, que les gens se mettent en colère et qu'ils exercent leur colère autour des ronds-points ou dans les urnes. Et ça se voit dans tous les pays du monde. Et la raison de cette colère, c'est fondamentalement que
les technologies ont changé et qu'on change de paradigme et que la façon de produire, la façon de consommer, la façon de travailler n'est plus la même aujourd'hui dans notre économie numérique qu'elle l'était au XXe siècle dans l'économie fordiste. Et donc l'entreprise se déséquilibre et il y a une chose qui est très importante de comprendre aujourd'hui et qui explique toutes ces discussions qu'il y a sur la mission sociale de l'entreprise, etc. C'est qu'aujourd'hui la partie prenante la plus forte dans l'économie numérique, avant même que les institutions soient là pour corriger, c'est les consommateurs. Et ça, la multitude. Voilà, la multitude des consommateurs. Et ça, c'est sans précédent dans l'histoire. C'est-à-dire, en gros, on a eu une longue période pendant laquelle les salariés étaient les plus forts, notamment parce qu'ils étaient défendus par des syndicats puissants. Ensuite, on a eu une période pendant laquelle les actionnaires étaient les plus forts, et on a tous grandi dans cette période-là, qui est en gros depuis la fin des années 60 jusqu'à la crise de 2008. Et aujourd'hui, avec le numérique, ça change tout, parce que tout d'un coup, c'est les consommateurs qui sont plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont équipés de puissants terminaux qui embarquent de la puissance de calcul, et parce qu'ils se connectent les uns les autres, et donc ils mutualisent leur puissance de façon exponentielle, et qu'ils exercent cette puissance pour forcer les entreprises à les servir de mieux en mieux, pour forcer les entreprises à baisser les prix, à livrer plus vite, à améliorer la qualité, à créer une expérience stimulante, agréable, fluide et bien conçue. Et cette pression qui s'exerce sur les entreprises, elle s'exerce au détriment des deux autres parties prenantes, elle s'exerce au détriment des actionnaires qui commencent à sentir la pression, qui voient les marges fondre, qui doivent de plus en plus renoncer à payer des dividendes parce qu'il faut réinvestir sans cesse pour innover. Et puis elle s'exerce surtout au détriment des salariés qui, eux, sont complètement pris en étau, en fait, entre des actionnaires qui restent encore forts et puis des consommateurs qui sont en train de faire rouler ce rouleau compresseur sur l'entreprise. Et donc il y a des effets négatifs, c'est-à-dire la pression que ressentent les salariés dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est une pression exercée par les consommateurs. Et souvent, on est tous schizophrènes parce qu'on est tous à la fois consommateurs et travailleurs. Mais il y a aussi des effets positifs, c'est que les consommateurs, ils veulent aussi des entreprises en phase avec leurs valeurs. Ils veulent pas des entreprises qui polluent, qui font du mal, cette vocation sociale qui est redevenue un peu à la mode. Et donc la vocation sociale, c'est une manière pour les entreprises de répondre à cette pression inédite des consommateurs. C'est de dire, OK, puisque maintenant il faut composer avec vous, puisque vous avez votre mot à dire, ce qui est sans précédent, on va essayer de mieux vous comprendre, de se mettre à votre écoute, et en se mettant à votre écoute, on va constater qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Il ne faut pas trop polluer l'environnement, il ne faut pas trop maltraiter nos salariés, il faut planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc tout ce mouvement, en fait, moi j'ai une vision... j'aime pas trop les bons sentiments. Je pense que c'est pas par dévouement et altruisme que ces entreprises font ça. Elles le font parce qu'elles ont compris que la puissance était maintenant du côté des consommateurs et qu'une manière de mieux s'allier avec les consommateurs et de canaliser leur puissance, c'est de faire tout ça. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept de multitude? Alors généralement tu l'opposes au concept de peuple, où en fait justement le peuple ce serait une sorte de masse qui n'a pas vraiment de pouvoir. Et la multitude, c'est des individus connectés en réseau qui peuvent avoir leur mot à dire. Alors, la multitude, c'est une façon de résumer la transition qu'on est en train de vivre, encore une fois, de l'économie fordiste à l'économie numérique. La multitude, elle s'oppose à la masse dans la sphère économique et elle s'oppose au peuple dans la sphère politique. En gros, jusqu'à la fin du XXe siècle, les individus rassemblés en groupe, ils formaient une masse dans la sphère économique. Donc ça a donné naissance les médias de masse, la production de masse, le tourisme de masse, etc. Et en gros, une masse, c'est quoi? C'est des gens qu'on rassemble dans une pièce, on les met en groupe, on cherche pas trop à savoir qui est qui, en quoi les gens sont différents, et on leur pousse les mêmes produits à tous. Et on cherche pas à savoir si ça convient à chacun individuellement. Et d'ailleurs, ils ont pas du tout leur mot à dire. Ils ont aucune manière de s'exprimer, de protester, etc. Donc ça, c'est l'économie de masse. C'est l'économie où on force tout le monde à consommer la même chose. Et du coup, on produit en masse, ce qui a des vertus, parce que ça permet de produire moins cher, etc. Dans la sphère politique, la masse devient le peuple. Et la démocratie, telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est la démocratie de masse. C'est-à-dire, il y a je sais pas combien, 25-30 millions de personnes à faire voter tous les 5 ans. Bah, c'est compliqué, donc on va les mettre en file indienne, on va leur faire déposer des bulletins dans l'urne, on va dépouiller tout ça, et puis hop, c'est réglé jusqu'à la prochaine fois dans 5 ans. Parce que c'est la seule manière de faire participer les gens à une si grande échelle dans une économie très tangible où on s'appuie sur du papier, des boîtes, des bâtiments, bref. Et quand on arrive dans le numérique, ces gens-là se transforment.
ils s'équipent et ils se connectent les uns aux autres. Et en se connectant les uns aux autres, ils échangent de l'information, ils se conseillent les uns les autres, ils s'entraident, et du coup, ils deviennent plus puissants. Ils deviennent plus puissants et ils exercent cette puissance pour plein de finalités, mais l'une des finalités, c'est de dire, puisqu'on est puissant maintenant, on va exiger d'être mieux servi et d'être mieux servi chacun individuellement. C'en est fini. On doit tous passer sous la même toise et tous être traités de la même manière. Maintenant, on veut que le monde s'adapte à nos préférences particulières, à notre sensibilité individuelle. On est tous différents et on veut tous être servis de manière différente. Et pour faire entendre ce message, on va tous se rassembler, se connecter en réseau et devenir une multitude. Donc la multitude, c'est un concept qui a donné le titre de notre livre avec Henri Verdier en 2012, réédité en 2015. Mais c'est un concept qu'on a emprunté à un philosophe italien qui s'appelle Toni Negri, et qui désigne exactement la même chose. En fait, Toni Negri, c'est un marxiste, donc il s'intéresse à l'évolution de la classe ouvrière, et il constate que la classe ouvrière est de moins en moins solidaire, est solidaire d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est plus les ouvriers qui se rassemblent en groupe et qui vont peser avec une masse critique pour forcer les patrons à mieux les traiter. C'est plutôt des individus qui restent chacun avec leur quant à soi, mais qui se connectent les uns les autres de façon beaucoup plus dynamique, avec des effets de réseau très puissants, etc. Donc c'est ça la multitude. Et pourquoi les consommateurs sont plus puissants aujourd'hui? On pourrait se dire tout le monde peut former une multitude, les épargnants peuvent former une multitude, les travailleurs peuvent former une multitude. Le problème, c'est que les épargnants, ils sont enfermés par la régulation financière, et les travailleurs, ils sont enfermés par le code du travail. Par contre, les consommateurs, eux, ils sont libres, ils s'organisent comme ils veulent, ils accèdent à l'information comme ils veulent, ils se connectent quand ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui les plus puissants, précisément parce qu'ils savent le mieux, parce qu'ils ont le plus de marge de manœuvre pour s'emparer de la technologie et l'utiliser pour défendre leurs intérêts. Okay, merci beaucoup. Une autre question qui est assez différente de tout ce qu'on a dit. Quels sont les domaines qui, pour vous, tous les deux, ont été peut-être la chasse gardée de l'État ou du public et qui sont à présent un peu mis en concurrence par le privé? Et est-ce que justement le fait que le privé vienne s'emparer, je pense par exemple à l'éducation, mais pas que, ça ne permet pas d'avoir finalement une meilleure qualité de service pour les citoyens qui se transforment un peu, comme ce que tu disais, en des utilisateurs, ou en tout cas qui maintenant exigent d'être bien servis, et qui du coup, si par exemple on va dans un guichet et qu'on est mal servi, on peut dire ah mais on pourrait au moins je sais pas moi, on pourrait au moins sourire, c'est pas parce que on travaille dans le public qu'on peut pas sourire. Enfin voilà, j'ai des exemples comme ça, même de ma vie personnelle, qui montrent que j'ai l'impression que le privé permet une mise en concurrence saine de certains domaines considérés comme publics. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent ? Je crois que ce qu'il est possible de mettre en concurrence, c'est la mise en œuvre. Il y a une chose dont le privé ne peut pas disposer, c'est de la légitimité démocratique. En attendant, quel que soit le système, qu'il soit fondé sur les élections classiques, sur le référendum régulier, sur la foule, le peuple ou la multitude, il y a un moment où une décision est légitimée par un choix démocratique. Évidemment qu'une entreprise ne peut pas décider qu'elle met en œuvre une option qui n'aurait pas été choisie, retenue ou légitimée par une élection. En revanche, la mise en œuvre par l'État, c'est-à-dire le fait que le service soit rendu par des fonctionnaires pour aller vite, sans doute est devenu un peu abusif, on va dire les choses comme ça. C'est-à-dire, nous, on gère des hôpitaux. Alors, personne ne sait, d'ailleurs, tout le monde pense que les cliniques sont privées, que les hôpitaux sont publics, c'est faux. Nous, on gère des hôpitaux, on pourrait les appeler cliniques, d'ailleurs, puisque, à part l'appellation de centre hospitalier universitaire, les autres appellations sont parfaitement libres. Et si vous arrivez dans les urgences d'un hôpital géré par SOS, vous ne saurez pas qu'il est géré par l'économie sociale, par une structure privée non lucrative. Il pourrait être géré par le général de santé et ce serait une structure lucrative. Donc la question c'est, quel est le meilleur outil pour mettre en œuvre la politique qui a été plébiscitée, légitimée par le vote et qui a été décidée par les pouvoirs publics? Et sans doute que là, la mise en œuvre des politiques publiques, il y a beaucoup à faire pour que
les opérateurs non publics, puisqu'on parle de public, mais ça pourrait être des fonctionnaires territoriaux. Est-ce qu'il est très utile que les ronds-points, pour ne parler que d'eux, soient entretenus par des jardiniers qui aient le statut de fonctionnaire? Objectivement, je n'en sais rien. Je comprends pour un policier, je comprends pour un magistrat, je comprends pour un certain nombre de grands corps. Je ne suis pas sûr que le statut de fonctionnaire pour le jardinier municipal soit une garantie quelconque d'indépendance qui garantisse aux citoyens que le jardin sera mieux entretenu. Donc la question de qui exécute, qui met en œuvre, est-ce que l'État doit apprendre à devenir un bon client, ce qu'il ne sait pas toujours faire. Il ne sait pas toujours passer de très bons contrats. Les premiers partenariats publics-privés ont été d'excellentes aubaines pour les entreprises privées. C'est-à-dire, en clair, quand ça gagnait, l'entreprise gagnait, quand ça perdait, l'État compensait. Donc, on a trouvé ça très sympathique pendant les premières années, puis on s'est rendu compte que les entreprises privées s'étaient assez bien servies dans ce rapport privé-public. Donc, ensuite, il y a, on a vu du côté de la Silicon Valley des grandes entreprises dire, après tout, on pourrait s'installer sur une plateforme qui flotterait dans les eaux internationales et puis on redéfinirait des règles de vie. Les règles de vie, moi je veux bien, mais si Google ou un autre veut retravailler le tabou de l'inceste, pourquoi pas? Mais sur une plateforme qui flotterait dans les eaux internationales, il faudrait repartir de loin pour définir les règles de vie ensemble. Il y a une histoire, il y a une culture, il y a des différences, il y a des affrontements. Et moi, je trouve que les affrontements dont tu parlais au début, c'est plutôt sain. Ce qui n'est pas sain serait que un des intervenants ait un pouvoir écrasant sur les autres, quel qu'il soit. Donc, objectivement, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument donner à l'un ou à l'autre tel ou tel type de marché. Je pense qu'ils doivent apprendre à travailler ensemble. Les données dont dispose l'État, et c'est un petit sujet, qui pourraient être utilisées par l'ensemble des citoyens, qui pourraient être mises en œuvre sans doute par l'intermédiation de structures autour du numérique, c'est sans doute formidable. Est-ce qu'on peut utiliser le patrimoine génétique d'un pays au service d'une industrie pharmaceutique? Je suis moins sûr. C'est-à-dire qu'on peut effectivement recueillir le génome de chacun des individus. Est-ce qu'il doit être public? Est-ce qu'il doit être vendu? Est-ce qu'il doit être disponible pour la recherche médicale? Mais quelle recherche? Est-ce que c'est le CNRS? Où se situe la limite, en fait? Et oui, évidemment. C'est-à-dire que qu'est-ce qui garantit que la primauté reste l'humain? Le vrai sujet, c'est de garantir l'humain par rapport à des forces qui, évidemment, le dépassent à partir du moment où elles représentent, entre autres, les GAFA, qui risquent, à un moment donné, d'avoir des intérêts un peu différents que la simple humanité. Donc, travaillons ensemble plutôt que d'essayer d'être en concurrence et choisissons le meilleur opérateur privé, public, lucratif, non lucratif, en fonction du sujet. Ça me paraît plus raisonnable. Nicolas? Alors moi je vais encore revenir à cette idée que l'état des technologies évolue et qu'il appelle à redistribuer un peu systématiquement les cartes. Je pense que la distribution des rôles qu'on connaît, à laquelle on s'est habitué pendant des décennies entre le secteur privé d'un côté et les pouvoirs publics de l'autre est purement contingente en fait. Ça résulte de la culture, de l'histoire, de la technologie, de circonstances imprévisibles. Et d'ailleurs, c'est très différent d'un pays à l'autre. Donc ça montre bien que les choses marchent en général aussi bien avec des distributions très différentes. Mais en gros, pour cartographier un peu, il y a 3 raisons pour lesquelles, en général, c'est l'État qui s'en charge ou les pouvoirs publics qui s'en chargent plutôt que le secteur privé. La première raison, c'est pour lutter contre la corruption. La raison pour laquelle le jardinier est souvent un fonctionnaire, c'est pour éviter que le jardinier soit systématiquement le cousin ou le frère du maire, en général. Parce que si on laisse les pouvoirs publics choisir un prestataire privé, c'est souvent ce genre de choses qui se passent. Alors il y a d'autres moyens de lutter contre ça, évidemment, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les pouvoirs publics ont dit bon, bah, pour éviter la corruption, on va opérer ça sous la forme d'un service public. La deuxième raison, c'est un problème de passage à l'échelle. C'est-à-dire il y a beaucoup de dispositifs qui ont d'abord été découverts, défrichés par des entreprises privées, qui se sont développés et puis qui ont rencontré des limites
au-delà desquelles elles n'arrivaient plus à grandir, et de sorte qu'il restait plein de trous dans la raquette, c'est-à-dire que ça ne finissait par couvrir, par ne servir qu'une partie de la population. C'est ce qui s'est passé dans le monde des assurances sociales, par exemple, où les assurances sociales n'ont pas été inventées par Pierre Laroque à la Libération, quand on a créé la sécurité sociale. Elles ont été découvertes et mises au point par le mouvement mutualiste tout au long du 19e siècle. Le problème, c'est que le mouvement mutualiste, il arrivait à couvrir tous les agriculteurs d'un même département, tous les ouvriers d'une même usine ou tous les mineurs qui travaillaient dans une même mine, mais dès qu'il s'agissait de grandir au-delà de cette échelle-là, ils n'y arrivaient pas, pour plein de raisons. Et donc c'est pour ça que l'État a fini par dire, bon, bah, ça suffit maintenant, on va prendre les choses en main, on va rendre ça obligatoire pour tout le monde, et c'est comme ça qu'on a pu étendre les assurances sociales à l'échelle de branches professionnelles entières, voire de l'ensemble du pays. Donc le deuxième sujet, c'est un sujet de passage à l'échelle. Le troisième sujet, c'est... j'ai oublié en fait, mais ce que tu disais par rapport au passage à l'échelle, ça change un peu maintenant avec le numérique. Oui, exactement. Et c'est ça l'une des différences aujourd'hui, c'est que les enjeux de corruption, ils sont toujours vrais. Ouais, toujours les mêmes. Et évidemment, il y a certainement des manières avec le numérique de rendre les choses plus transparentes et de lutter de manière différente contre la corruption. Mais les enjeux de passage à l'échelle, ils sont très différents. Ah oui, et j'ai retrouvé la troisième raison. La troisième raison, c'est que parfois, il n'y a pas de marché, c'est-à-dire c'est trop rare ou c'est trop difficile à modéliser. Et je vais prendre un exemple assez facile à comprendre. Le service public du chômage, de l'emploi, pardon. Lapsus révélateur. Parce que assurance chômage, bref, dont l'assurance chômage est un pilier. Le service public de l'emploi, pourquoi c'était un service public, en grande partie opéré par la puissance publique? C'est parce que être au chômage, dans l'économie d'hier, c'était un événement rarissime, c'était l'exception. Voilà. C'était un accident qui arrivait qu'à quelques personnes, une ou deux fois dans la carrière. Et donc, quand on se tournait vers le secteur privé pour dire « Alors, vous voulez prendre ça en charge, vous occuper de ces gens, les former, les aider à trouver un nouveau métier ?» Ils disaient « Bah non, il n'y a pas de liquidité sur ce marché, ça arrive de façon complètement aléatoire, à quelques personnes seulement, de façon très peu fréquente. Donc non, il n'y a pas une activité suffisamment récurrente pour qu'on puisse en faire une affaire profitable. » Et donc, l'État a dit « Bon, bah, je m'en charge. » Comme c'est vraiment l'exception, en gros la norme c'est que les gens ont un travail qu'ils vont garder pendant très longtemps sans accident. Et puis quand il y a une exception, c'est-à-dire un accident, on va s'occuper de ces gens-là en particulier. Voilà. Dans l'économie d'aujourd'hui, perdre son emploi, c'est plus l'exception, c'est la norme. Et c'est la norme pour plein de raisons, parce qu'on s'ennuie dans son emploi, on veut changer, parce que son conjoint a trouvé autre chose, il faut déménager, parce que son employeur fait faillite, ce qui arrive de plus en plus souvent, la durée de vie des entreprises elle est de plus en plus courte. Et donc, on fait tous l'expérience aujourd'hui, nos carrières sont beaucoup plus discontinues, et donc être au chômage, c'est plus du tout l'exception, c'est la norme. Ça arrive fréquemment, ça arrive une fois tous les 2 ou 3 ans, ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux de qualification, et donc tout d'un coup, il y a un énorme marché là, où on peut commencer à déployer des ressources, à immobiliser des actifs pour opérer des activités qui peuvent être très profitables. Donc tout d'un coup, le secteur privé redevient intéressé et peut suggérer au pouvoir public, bon, on vous a laissé vous en occuper quand c'était un truc dont on n'arrivait pas à se dépêtrer, mais aujourd'hui, c'est devenu très clair que c'est quelque chose qui va arriver tellement souvent aux gens qu'on va pouvoir prendre ça en main de façon beaucoup plus industrielle, etc. Alors, le numérique change tout, il change tout sur tous ces sujets-là, mais il change sur le passage à l'échelle. C'est-à-dire aujourd'hui, le numérique, parce qu'il s'appuie sur la puissance de la multitude, il génère ces phénomènes de rendement croissant d'échelle qui permet aux entreprises de grandir à des échelles qu'aucune entreprise de l'économie fordiste n'avait atteint avant. Une entreprise qui sert 2 milliards de clients, d'utilisateurs dans le monde, qui est Facebook, il n'y a aucune entreprise du XXe siècle qui avait un fichier client de 2 milliards avec 2 milliards de lignes. Ça n'existait pas. C'est possible aujourd'hui grâce au numérique. Et donc ça suggère que les problèmes de passage à l'échelle qui étaient fréquents dans l'économie fordiste seront beaucoup moins fréquents dans l'économie numérique et donc il y aura moins besoin des pouvoirs publics quand on aura besoin de passer à l'échelle. Après, il y a d'autres problèmes où les pouvoirs publics étaient absents et ils vont devoir prendre les choses en main. Moi, je vais pas rentrer dans les détails là, mais je pense que le marché immobilier est un bon exemple de ça. On a laissé le secteur privé
s'arranger du marché immobilier pendant très longtemps. Ça a très bien marché parce que les gens se disséminaient à peu près bien sur le territoire. Et il n'y avait pas trop de tension sur le foncier. Aujourd'hui, tous les gens veulent habiter dans les villes. Et donc, ça fait exploser le foncier. Ça renferme les gens qui sont piégés à l'extérieur, comme les gilets jaunes, qui n'arrivent même plus à rentrer dans les villes pour y saisir les opportunités. Et quand on dit, on pourrait peut-être faire quelque chose, les gens disent droit de propriété, j'ai acheté mon appartement, c'est à moi, etc. Permis de construire, recours, etc. Non, un jour, il va falloir que les pouvoirs publics rentrent durement dans ce sujet-là et disent maintenant ça suffit. C'est l'équivalent des réformes agraires dans les pays en développement au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire, on va dire aux riches propriétaires, ça suffit maintenant, vous avez bien vécu sur la bête, on vous prend votre truc, on vous indemnise avec des clopinettes, et il est temps de desserrer la contrainte sur le foncier, de construire beaucoup plus vite, parce que c'est la seule manière de soutenir la croissance économique. Et donc, il y a des sujets comme le service de l'emploi, où l'État va battre en retraite et laisser le secteur privé faire des choses. Il y a des sujets où il n'y aura plus de problème de passage à l'échelle, donc le secteur privé va beaucoup mieux réussir. Et il y a des sujets comme l'immobilier, où là, il y aura besoin d'une intervention beaucoup plus musclée des pouvoirs publics que dans le passé. Donc en fait, si je comprends bien, c'est pas tant une histoire de domaine ou de secteur, c'est vraiment au cas par cas. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs où quand même, il faut pas que le privé s'en mêle? Est-ce qu'il y a des sortes de... On peut évidemment parler de la magistrature, de la manière dont on rend la justice. On peut parler pour l'indépendance, je vois qu'il y a de la nécessaire indépendance d'un magistrat. On peut Toi, Jean-Marc, tu mets le curseur sur l'indépendance des personnes. À partir du moment où on a besoin de personnes qui réfléchissent de manière totalement indépendante, on ne fait pas rentrer le privé. Je pense que sur les aspects régaliens, encore une fois, je n'imagine pas à quel type d'autorité devant quel type d'autorité un magistrat de l'ordre judiciaire, en tout cas, pourrait répondre. Alors, on pourrait toujours dire qu'on pourrait imaginer, comme on l'a fait sur des logiciels d'aide à la décision médicale, de mettre un dispositif d'intelligence artificielle qui pourrait recenser la totalité des délits, la moyenne des peines, et qui sans doute serait plus constant. Le problème, c'est que l'humain ne peut pas être totalement mis en équation. Alors, heureusement, sur l'aspect, et sans doute heureusement, sur l'aspect médical, moi, SOS a quelques centaines de médecins qui, certes, devant la transition numérique, sont à la fois intéressés, mais un peu réticents. Donc, on leur explique que les logiciels, ce qu'on met en place, sont des logiciels d'aide à la décision et pas de diagnostic. La réalité, c'est que si on prend un radiologue aujourd'hui, l'œil humain peut faire la différence entre quelques dizaines de nuances de gris, et la machine peut déceler plusieurs milliers de nuances de gris, ce qui fait que quand vous interprétez une radio, mieux vaut une machine intelligente qui va pouvoir déceler une nuance de gris que l'œil humain ne peut simplement pas déceler et qui va donc pouvoir permettre l'intervention sur une tumeur que techniquement on ne pourrait pas déceler. On met en place, on appelle ça pudiquement des logiciels d'aide à la décision médicale qui permettent de renseigner un certain nombre d'éléments du passé de santé du patient et qui en réalité, le médecin vérifie, mais la réalité c'est que le logiciel et l'algorithme qui lui est associé indiquent assez sûrement le type de pathologie sous-jacente, parce qu'à un moment donné, c'est de la mémoire, c'est la capacité, par exemple, de repérer des maladies dites orphelines, sauf que si vous les repérez au niveau mondial, il y aura évidemment plus d'expérience que le médecin du village, même si depuis 40 ans, il examine l'ensemble des habitants du village. Si vous avez instantanément une banque de données qui reprend le même type de pathologie sur la moitié de la planète, il y a plus de chances de trouver la pathologie que le meilleur des médecins qui aurait une mémoire formidable. Donc, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, en clair, éthiques, sur lesquels il faut réfléchir, mais en particulier, c'est peut-être moi qui suis un peu marqué par la justice, mais c'est sans doute un premier amour, mais le sujet de la justice, entre autres, me paraît difficile à confier à une machine. On pourra dire à une machine qu'il faut éviter le jour où les machines permettront des véhicules autonomes
qui décidera, en cas d'accident inévitable, de choisir la victime. Si je conduis ma voiture et que j'ai le choix entre écraser un enfant ou me foutre dans un mur, vraisemblablement j'irai dans le mur. Je suis pas sûr que la machine, sauf à avoir été programmée pour l'ensemble des sujets, décide d'envoyer le propriétaire du véhicule dans le mur pour éviter une poussette. Donc ça, je pense que ça ouvre un champ formidable, qui est le champ de l'éthique, de la réflexion. Tout est possible, mais encore faut-il être prudent, objectivement. Qui doit-on sauver entre une maman et un enfant dans le cas d'un accouchement difficile, et lorsqu'il n'y a pas de possibilité de faire les deux? Il me semble que c'est de la responsabilité humaine, et pour le moment pas encore facile à transposer à une intelligence. Et objectivement, je ne suis pas du tout inquiet de l'intelligence artificielle. Je crains plus la bêtise humaine que l'intelligence artificielle dans ce que j'ai vu. Merci beaucoup. Oui, je faisais un petit mouvement de doute sur la question de la justice, parce que il se trouve que précisément à The Family, on a réfléchi à la question de trancher des litiges entre les fondateurs de start-up, qui sont extrêmement fréquents, souvent extrêmement douloureux, très dangereux pour les entreprises, parce que ça peut vraiment les casser en deux. Et les voies de résolution de ces litiges, si on s'appuie exclusivement sur le système judiciaire, sont complètement inadaptées en fait. Et donc il y avait l'idée sur laquelle on réfléchit, mais qui est de développer des dispositifs d'arbitrage pour permettre aux fondateurs, quand ils créent une start-up, de s'engager à faire trancher leurs litiges par une cour d'arbitrage qui rendra ces décisions non seulement de façon beaucoup plus rapide, mais aussi de façon beaucoup plus adaptée au contexte particulier du monde des start-up. Et donc c'est un exemple où le secteur, parce que les cours d'arbitrage, c'est pour l'essentiel privé. Donc c'est un exemple de même la justice en fait peut ménager un espace au secteur privé pour rendre des décisions, enfin ce qui ressemble à des décisions de justice. Mais bon, au-delà de ça, je pense que il y a une autre manière de poser la question, c'est que l'État, la puissance publique, elle repose à la fois sur des règles de droit, et au plus haut niveau, c'est la Constitution, mais elle repose aussi sur la légitimité qu'inspire l'État aux administrés. Et cette légitimité, elle n'est pas acquise pour toujours. Elle est acquise si l'État sert bien les administrés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise de confiance vis-à-vis des pouvoirs publics de la part de citoyens qui sont de mieux en mieux servis par les entreprises privées parce qu'ils ont la capacité en tant que multitude de peser sur elles et de les forcer à mieux les servir, et qui voient le décalage se creuser en fait entre la manière de plus en plus exceptionnelle dont ils sont servis par certaines entreprises privées, les entreprises numériques, et la manière stagnante, voire déclinante, dont ils sont servis par les pouvoirs publics. Et ça crée une crise de légitimité, parce qu'on dit pourquoi l'expérience est si terrible. Et en plus, les attentes évoluent avec le temps, en fait. Et puis relativement, on se rend compte beaucoup plus qu'on est mal servi ou qu'on est moins bien servi. Et d'ailleurs, quand vous allez dire ça, j'en sais rien, à la personne qui s'occupe d'optimiser les flux au guichet d'une préfecture, ils disent, mais on a fait des progrès, l'attente moyenne l'année dernière, c'était 12 minutes, aujourd'hui c'est 9. On dit, oui, mais 9 minutes, c'est 9 de trop. En fait, aujourd'hui, les gens sont prêts à attendre exactement 0 minute avant d'être servis. Donc les attentes des gens évoluent. Et le problème, c'est que l'État peut toujours dire non, ça c'est ma chasse gardée, ça doit continuer d'être opéré par la puissance publique. S'il ne s'inflige pas un effort d'innovation radicale pour améliorer radicalement la façon dont il sert les administrés, alors on peut toujours dire ça. Hein, et c'est comme les révolutions, c'est-à-dire le roi c'est moi jusqu'à ce qu'on prenne la Bastille. Ou dans Game of Thrones, c'est mon successeur et Ned Stark, jusqu'à ce que l'autre dise bah non c'est moi. Et puis Merci beaucoup. J'ai une dernière question et après je vais laisser la parole au public. Est-ce que justement on parle d'action sociale hors du champ politique, hors du champ public, est-ce que ça remet pas un peu en cause, ou en tout cas ça pose la question de la légitimité de l'État-providence assez cher à la République française. Enfin, l'histoire de l'État-providence, c'est aider les plus faibles et que le public vienne justement sur des domaines particuliers. Est-ce que justement le numérique et
le fait de plus prendre en considération l'action sociale dans le privé, ça brouille pas totalement les pistes? Alors, d'abord, comme je l'ai dit, le système français de protection sociale, il n'a pas toujours été opéré par l'État. Il a été opéré par l'État quand, après plusieurs décennies, on s'est aperçu que c'était la meilleure manière de garantir sa quasi-universalité et son efficacité. Et donc l'État a dit, je prends les choses en main et ce sera mieux fait par moi à cette grande échelle que par une multitude d'acteurs pas coordonnés, etc. Mais avant que l'État puisse s'en emparer, il a fallu découvrir les ressorts et les caractéristiques de ce système. Et ça a été découvert par plusieurs générations d'entrepreneurs sociaux, politiques, syndicaux, qui ont défriché tout ça et révélé qu'est-ce qu'un système de protection sociale qui marche à petite échelle. Et le problème de notre protection sociale, ou de notre État-providence, mais j'emploie pas trop ce terme, c'est qu'elle a été entièrement façonnée pour l'économie fordiste du XXe siècle. En gros, elle a été façonnée pour couvrir contre certains risques les ouvriers de l'industrie automobile des années 60. Voilà, c'est comme ça qu'on a conçu la protection sociale en France. À partir du moment où ces ouvriers représentent une part très minoritaire de la population active et que tout le monde travaille dans d'autres secteurs, notamment de services, de proximité ou dans l'économie numérique, cette protection sociale est inadaptée. Donc en théorie, il faudrait refaire tout le chemin. Il faudrait qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs à proprement parler, ou d'entrepreneurs sociaux, politiques, syndicaux, recommence ce travail d'exploration, de découverte, de révélation de ce que c'est qu'une protection sociale qui fonctionne dans l'économie numérique. Et peut-être, plus tard, on aura besoin de l'État pour faire passer tout ça à l'échelle, ou le mettre en cohérence. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les pouvoirs publics sont en travers du chemin, c'est-à-dire du passé, on hérite ce système qui a si bien marché pendant longtemps et qui prend toute la place. Donc quand les entrepreneurs se lancent à nouveau sur la piste pour explorer et trouver des nouvelles idées, ils butent contre cette énorme machine, cette énorme muraille qui les empêche d'avancer. Et on leur dit « Ah non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va faire comme on a toujours fait depuis plusieurs décennies. » Et donc, le défi aujourd'hui, c'est pas de dire est-ce que l'État-providence est toujours adapté, c'est de dire il faut que refaçonner notre protection sociale pour qu'elle couvre les gens contre les risques d'aujourd'hui et qu'elle épouse la façon de produire, de consommer, de travailler qui est celle d'aujourd'hui. Et pour ça, les pouvoirs publics doivent s'infliger eux-mêmes un effort de transformation radicale, ou au minimum de laisser les entrepreneurs faire ce travail d'exploration. D'où ton livre Edge qui parle exactement de cette thématique. Le livre est pour expliquer comment l'économie change, pourquoi ça appelle la mise en place d'une nouvelle protection sociale, qui peut faire quoi pour contribuer à cet effort. Et je pense que les pouvoirs publics ont encore un certain rôle à jouer, mais que les entrepreneurs sont, dans cette phase d'exploration et de découverte, sont absolument critiques. Et encore une fois, les entrepreneurs au sens large, c'est-à-dire dans le monde syndical, politique. Jean-Marc, le sujet, c'est que pour pouvoir assurer un certain nombre de garanties, il faut être capable d'évoluer rapidement. Si on est arc-bouté sur des formes, par exemple, telles que le salariat, et que par ailleurs se développe dans la vraie vie toute une série d'auto-entrepreneurs qui décident de conduire une voiture individuelle, de ne pas être salarié, etc. Soit l'État... Nouvelle forme de travail avec les plateformes. La fameuse ubérisation. Soit l'État se met à combattre ceux qui sont en train, en clair, de se battre contre la marée ou contre le vent, en disant il faut revenir au salariat, il faut imposer le salariat. Soit on se dit... Comment fait-on pour protéger ceux qui ne sont pas salariés mais qui ont choisi une activité indépendante pour qu'effectivement ils puissent être couverts en cas de difficulté, de maladie, d'accident, etc. Donc le sujet, évidemment qu'il doit y avoir une évolution permanente pour s'adapter à la manière dont les gens vivent, mais ça c'est assez logique, la loi ne fait que suivre. En réalité, elle ne précède pas les modes de vie. Et puis il y a le sujet de tous ceux qui sont sans voix. C'est-à-dire ceux qui ne seront pas utiles forcément à l'entreprise, ceux qui vivent avec un handicap, ceux qui n'ont pas les moyens de payer leur éducation, c'est-à-dire comment fait-on pour faire en sorte qu'il y ait égalité des chances ou qu'au moins chacun puisse participer ensuite à cette foire à l'innovation, à l'invention, à l'inventivité. Je crois qu'une maison, quelle qu'elle soit, une entreprise, alors c'est plus évident pour une entreprise de l'économie sociale parce que c'est un peu pour ça que nous sommes faits.
un des objectifs, c'est d'influencer les politiques publiques. C'est-à-dire très clairement, les grandes associations qui s'occupent du handicap essaient de peser sur la politique publique en matière de personnes vivant avec un handicap. C'est pareil pour les associations qui accueillent des migrants. Enfin, donc l'avantage pour SOS, c'est que nous sommes toujours en guerre sur 18 sujets en même temps. L'accueil des migrants, la politique du handicap, l'éducation, les quartiers difficiles, etc. Mais il me semble que là, l'attention portée aux plus fragiles, c'est un sujet majeur. Parce que ceux-là, ils ne seront peut-être pas forcément très intéressants pour l'entreprise, ni en qualité de client, ni en qualité de salarié, ni en qualité d'épargnant. Et donc, le vivre ensemble, ça exige aussi de participer pour ceux que nous devons aussi prendre en compte dans l'organisation. Mais encore une fois, en s'adaptant, ne pas essayer de résister, mais plutôt s'intéresser à ce qui se fait de nouveau et s'adapter de manière à ce que la protection sociale de demain ne soit pas celle qui correspondait à avant-hier. Ce qui a été fait pendant très longtemps dans ce pays, si je peux me permettre. Pour pouvoir justement avoir un moment d'échange ensemble. On va continuer de l'autre côté. Merci beaucoup d'être venu. Merci Jean-Marc, merci Nicolas. Que l'enfant